Et donc, je vous souhaite la bienvenue, évidemment, aux membres du Cercle de Wallonie, mais également à nos invités. Et avant de céder la parole à Dr Sales, alias Laurent De Smet, je voulais simplement dire qu'effectivement, vous vous rappelez que le thème qui sera évoqué pendant les 50-60 minutes qui vont défiler très rapidement, le remote selling, c'est-à-dire comment vendre derrière un écran, est un sujet plus que d'actualité. On le sait, enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais on a tous été perturbés par cette crise sanitaire. Et c'est vrai qu'elle a bouleversé notre façon d'acheter, mais également de vendre. Alors, on a beaucoup parlé de la façon d'acheter. Aujourd'hui, on va surtout parler de la façon de vendre. Et c'est vrai que les commerciaux sont privés, alors pas de dessert, mais de poignées de main chaleureuses, de rencontres en face à face ou de déjeuner. Et donc, tout ça a fait place depuis plusieurs mois, un an déjà, à la visioconférence. Alors, certains pensent que c'est un pis-aller. Nos invités, sous la houlette de Dr Sales, alias Laurent De Smet, pensent qu'au contraire, il y a des opportunités à prendre. Et donc, je cède la parole d'ici quelques secondes à Laurent De Smet pour ce webinaire. Simplement vous rappeler que vous avez l'opportunité, c'est le cas de le dire, de poser des questions et je me ferai votre porte-parole à la fin de ce webinaire. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Merci beaucoup Hamid pour cette intro. Je vais tout d'abord remercier mes deux invités qui se trouvent absolument pas en studio. Donc on est déjà dans la thématique du remote selling, de vendre à travers un écran, vendre à distance. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné dans cette thématique par Philippe Boulanger qui est l'Innovation Evangelist dont je vous parlerai un peu plus tard, et Jean-Philippe Cugnet qui lui est non seulement dans la vente depuis extrêmement longtemps, mais est devenu coach en visio-vente et est un fou furieux du test et de l'apprentissage des nouveaux outils qui nous permettent de vendre au quotidien. Voilà comment on va un peu structurer cette intervention. Je vais prendre à peu près 15-20 minutes de votre temps pour faire un petit état des lieux en tant que généraliste de la vente et essayer d'envisager avec vous ce que ça a changé dans nos pratiques, dans notre quotidien et dans nos façons de faire. Et puis sur deux thématiques plus précises, je passerai la parole à mes deux confrères et lorsqu'ils auront terminé leur prise de parole, vous aurez toute la latitude à travers Hamid de nous poser toutes les questions que vous souhaitez à moi, à Philippe ou à Jean-Philippe. Et notre sujet du jour, il est très simple. On l'appelle visio-vente, on l'appelle remote selling, virtual selling, vendre à distance, vendre à travers un écran, modern selling, qui est un concept qui englobe tout cela. Et dès qu'on parle de ça, on se rend compte qu'on voit fleurir d'autres mots périphériques, le sales enablement, le social selling, le lead generation, le growth hacking, l'inbound marketing, le lead nurturing. Nous sommes dans un vocabulaire foisonnant, matiné d'anglais, de français, nous sommes dans une grammaire qui n'est absolument pas fixée. Tout est à écrire et le point commun en fait de l'ensemble de ces systèmes, c'est l'omniprésence des écrans et l'omnipotence du numérique. Et pour l'instant, j'entends beaucoup de gens incriminer finalement le numérique et incriminer les écrans. Peut-être parce qu'il y a une forme de lassitude terrible qui s'est installée parmi nous à cause du confinement, à cause du fait que nous soyons obligés de passer par là. Mais je voudrais d'abord me faire un plaidoyer de défense sur les écrans. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce sont des outils et ils nous fascinent depuis toujours et il y a des raisons très simples au fait qu'ils nous fascinent. 80% des informations que nous captons dans notre environnement et des communications que nous captons, nous le captons à travers notre système visuel. Notre système visuel, il occupe 50% de la puissance de calcul de notre cerveau en termes de décodage. Et l'aire de votre cerveau qui est consacrée au décodage du visuel occupe en elle seule plus de place que celle réservée à l'ouïe, à la vue, à l'odorat, au mouvement et au toucher réunis. Donc évidemment, nous sommes des obsédés de la représentation, de l'image. Nous avons toujours été obsédés par voir les choses, interpréter les choses, arriver à les figurer. Je ne peux pas m'empêcher de voir les magnifiques fresques de Lascaux comme étant quelque part peut-être le premier PowerPoint d'un manager de tribu devant briefer sa tribu de commerciaux chasseurs-cueilleurs avant de les lancer pour rapporter le chiffre d'affaires du trimestre. Quelque part, la figuration nous a toujours servi à ça. Que ce soit les images qui bougent nous ont toujours fascinés. Regardez les théâtres d'ombre chinoises ou balinaises, regardez la lanterne magique, le cinéma des Frères Lumière. Nous avons tous été piqués à la télédistribution. Moi, je fais partie de la génération MTV. La majorité des grandes émotions que je les ai eues aussi derrière un écran. Et des écrans, c'est aussi ma Game Boy jusqu'à aujourd'hui l'Oculus, dont je vous rappelle que la réalité virtuelle le brevet a été racheté par Facebook et est en exploitation chez Facebook. Donc, on est bien dans la preuve que les écrans sont là pour rester, ils sont là pour durer et
il est bizarre presque de s'étonner qu'il prolifère partout, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on désire. C'est le média de toutes les histoires. Donc le problème, c'est pas l'écran. Quand je vois des gens qui sont lassés par des journées passées en télétravail devant l'écran et qui me disent je peux plus voir des écrans et qu'on les retrouve le soir même devant Game of Thrones ou Breaking Bad, on peut se poser la question du problème de l'écran. Le problème, c'est pas l'écran. Le problème, c'est ce qui se passe sur l'écran. Et le problème, c'est comment on aborde cet écran en amont et en aval de la transaction commerciale. Et puis, pourquoi incriminer la vente derrière un écran ou la vente depuis un écran? Alors qu'en fait, sans s'en rendre compte, ça fait des années que nous sommes forcés à acheter derrière des écrans. La publicité a fait de nous des consommateurs passifs. Aujourd'hui, nous tenons une revanche et nous pouvons utiliser l'écran dans l'autre sens. Nous pouvons en faire un média qui nous sert et pas uniquement nous cantonne à un rôle de consommateur. Et puis, n'oubliez pas aussi la définition réelle d'un écran. C'est quelque chose qui aussi me protège. Je me réfugie derrière un écran. Je peux cacher des choses que je n'ai pas envie que les autres voient. Et puis même, vous parlez de vendre derrière des écrans, nous en parlons tous. Même en présentiel, aujourd'hui, nous sommes contraints de vendre derrière des écrans de plexiglas pour nous protéger les uns des autres. Les écrans sont des choses qui vont nous aider fondamentalement et je voudrais en faire un plaidoyer pour vous dire à quel point ce ne sont pas effectivement des pis-aller, comme le signalait Hamid, mais plutôt des opportunités de faire mieux, de faire plus. Et ils sont incriminés au même titre qu'on incrimine le numérique. Et on maudit le numérique parce qu'avec les apps, les bots, l'intelligence artificielle, les big data, le cloud, les algorithmes, on a l'impression d'étouffer sous une tonne d'innovation, une tonne de nouveaux outils, qu'une partie de notre cerveau archaïque redoute, comme on redoutait le golem, le Frankenstein qui se libère de son maître, le Terminator qui viendrait nous décimer. Alors qu'en fait, finalement, ces fantasmes cachent assez mal tous les bénéfices que ces outils ont pu apporter déjà pendant cette crise pandémique, mais vont apporter à l'avenir. Et je pense qu'en fait, on n'est pas du tout dans une révolution. On est juste dans une immense accélération d'un chemin qui a déjà été dessiné et déjà balisé et qui était évident. Nous allions aller vers ça. Il se fait qu'on y va beaucoup plus vite à cause ou peut-être même grâce à cette crise, mais on y va et on y va avec une puissance démultipliée. J'ai un concept que j'aime beaucoup, qui est un concept qui est né dans les années 70 par un sociologue qui s'appelle Mark Granovetter et qui a parlé de la force des liens faibles. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés dans l'expression même de la force des liens faibles. Granovetter disait qu'en fait, la somme de tous les petits liens faibles que vous avez est plus forte, finalement, que les quelques liens forts que vous entretenez. Et il prenait comme exemple le fait que pour chercher un travail, si vous demandez d'un côté uniquement à votre réseau fort les quelques connexions fortes que vous entretenez avec votre famille et vos amis proches, ou que de l'autre côté, vous demandiez à tous les gens que vous connaissez de près ou de loin, assez mal, mais avec lesquels vous avez beaucoup de petites relations, mais diffuses, eh bien, il s'avère que vous trouverez plus efficacement et plus rapidement du travail en utilisant vos liens faibles que vos liens forts. Et évidemment, ces travaux trouvent un sens complètement nouveau à l'heure du social selling, à l'heure de l'utilisation des écrans et du digital. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est le plus profitable? Travailler sur un fichier de prospects de 50 à 500 noms, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam et les appeler mécaniquement les uns après les autres, ou au contraire, tous les jours, publier du contenu nourrissant pour un écosystème, pour une communauté d'intérêt de personnes qui vous suivent, qui apprécient votre travail, qui sont intéressées par votre thématique et qui représentent parfois 5 000, parfois 50 000 personnes qui savent vous identifier et vous contacter en cas de besoin. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Et de même, qu'est-ce qui va vous donner le meilleur résultat? Arriver à arracher 2 gros rendez-vous commerciaux très convenus de 2 heures dans une salle climatisée avec tout le monde qui s'est donné la peine de prendre sa voiture pour venir là et finalement avec un décorum assez synthétique, ou plutôt une demi-douzaine de petites réunions visioconférences rapides de 15, 20, 30 minutes sur des points précis qui permettent de faire intervenir chaque personne au bon moment, au bon endroit et créer finalement une habituation assez propice à la relation commerciale. Qu'est-ce qui sera le plus efficace? Et qu'est-ce qui marchera le mieux à votre avis? Appelez votre prospect toutes les semaines en essayant de l'avoir pour lui demander s'il vous plaît où est-ce qu'il en est avec votre proposition et demander quand est-ce qu'on va franchir enfin le next step, ou utiliser des outils qui vont vous permettre de traquer en même temps plusieurs propositions et de savoir exactement laquelle sera lue par qui, à quel moment, à quelle page, avec quel degré d'attention et pouvoir effectivement contacter les gens de façon opportune. Et dernière chose sur les liens faibles, à votre avis, qu'est-ce qui va vous apporter le meilleur rendement? D'avoir un client qui vous serre la main, vous regarde dans les yeux et vous dit la main sur le cœur, j'ai adoré
adoré travailler avec vous, j'ai été très satisfait de votre collaboration, ou d'avoir les mêmes mots écrits de la main du client en dessous dans un commentaire avec son nom, son prénom, sa fonction, au-dessus 5 étoiles Google, 5 étoiles Facebook, visible par le monde entier, ou encore mieux, une vidéo de témoignage que vous allez pouvoir lui faire tourner, que vous allez pouvoir distribuer sur des réseaux sociaux, remonter à l'envie et utiliser en démonstration client. Qu'est-ce qui sera le plus profitable? Je viens de vous démontrer qu'en fait, les liens faibles sont extrêmement puissants et que notre rôle aujourd'hui derrière les écrans avec le numérique, c'est cultiver des liens faibles. La vente a toujours été vue comme une chaîne. Et je vous rappelle le vieil adage qui dit que la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son maillon le plus faible. Aujourd'hui, il faut voir la vente en lien faible comme des câbles, des cordes. La force d'un câble ou d'une corde, c'est le nombre de fibres dans lequel il est composé. Et plus vous utilisez ces outils pour multiplier le nombre de fibres, le nombre d'opportunités et le nombre de relations, plus vous aurez une résistance forte. Donc non, le remote selling, ce n'est pas simplement une révolution, c'est une évolution qui va dans le sens d'une meilleure commercialité. Et non, le remote selling ne se limite pas à votre présence derrière un écran. Oui, alors évidemment, ce serait la portion congrue, c'est de se dire le remote selling, c'est bien utiliser la caméra, être bon à l'écran quand ça s'allume, un bon son, une bonne voix, et c'est très important. Et Philippe Boulanger va probablement nous apporter beaucoup de prise de conscience là-dessus. Mais c'est bien plus que ça. Le remote selling et le modern selling en général englobent de quoi rénover tous vos processus de vente et de quoi casser tous les schémas établis pour reconstruire des nouveaux processus avec de nouveaux outils et de nouvelles idées. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait venir Jean-Philippe Cugnet, qui lui est complètement dans l'idée d'imbrication de plusieurs outils pour créer un processus de vente sur mesure. Mais ça va tout changer et je vous invite à non pas essayer de faire comme avant, mais avec du digital, mais justement de faire comme jamais, d'essayer de nouvelles choses et d'être plus créatif. Dans 3 grands domaines, dans le domaine qui précède la vente, dans le domaine de la vente et dans le domaine qui suit la vente. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, la vente n'attend pas le rendez-vous. On sait très bien, on a ce qu'on appelle le zero moment of truth. La plupart des clients vous ont déjà choisi avant même que vous soyez en contact avec eux. Et vous le savez parfaitement, ils ont cherché votre nom sur Google, ils ont cherché leurs problèmes sur une fenêtre de conversation, de chat ou simplement en tapant sur une barre de recherche. Ils ont essayé de s'auto-diagnostiquer. C'est ce qu'ils font de mieux en permanence. Et même aujourd'hui, ils le font avec un clavier, mais on pourrait le faire à la voix. Il suffirait que je dise le mot-clé qui permettrait à mon assistant vocal de se déclencher. Je ne le ferai pas pour des raisons techniques. Et bien entendu, je pourrais lui demander de me donner les meilleurs experts en ce self-selling. J'ai fait l'expérience tout à l'heure. Il me citera des noms. Le fait est que si vous n'habitez pas sur ces trajets de visibilité par rapport à vos clients, si vous ne profitez pas du numérique et des écrans pour exister en amont de la transaction commerciale, vous êtes déjà mort, mais vous ne le savez pas encore. Et créer de l'awareness, créer de la notoriété, créer de l'intérêt et créer du lead, ça fait partie intégrante de votre travail. Là-dedans, il y a des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler en amont sur un meilleur ciblage actif, pas juste un client théorique, mais un ciblage actif qui va vous rapprocher en plus de vos équipes marketing, qui va vous permettre enfin de travailler ensemble. Vous allez pouvoir, avec vos équipes marketing, faire une curation minutieuse pour arriver à trouver du contenu pertinent pour alimenter ces cibles que vous aurez identifiées. Vous allez pouvoir devenir collectivement et individuellement, non pas juste des commerciaux ou des managers ou des dirigeants, mais des leaders d'opinion dans votre secteur d'activité. Des gens qui prennent la parole sur ces médias parce qu'en 2021, vous êtes tous devenus des marques et des médias. Vous n'êtes pas simplement des consommateurs d'écran, vous êtes des utilisateurs d'écran, devenez des marques et des médias. Vous allez pouvoir montrer au monde, avant même qu'on ait votre numéro de téléphone, quelle est la valeur que vous apportez et ce que vous pouvez faire. Et surtout, vous allez pouvoir faire quelque chose qui est fantastique et qui n'était pas autorisé jusque-là. C'est développer votre authenticité, c'est développer vos aspérités. Parce que dans un monde où nous sommes des centaines, des milliers, des millions, pour émerger, la différence, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vous donne un exemple. Il y a de ça une semaine, j'ai fait moi-même une petite vidéo sur mon sentiment d'angoisse numérique. Alors que je travaille avec ces outils, au moment de la poster sur YouTube et sur LinkedIn, je me suis dit, oulala, là je poste quelque chose de très personnel, je poste quelque chose de fragile. Mais en même temps, lorsque j'appuyais sur le bouton, j'avais une certitude. C'est que ceux qui allaient apprécier cette vidéo étaient des gens avec lesquels j'apprécierais probablement de travailler. Et que cette vidéo atteindrait les personnes qui sont sensibles au même sujet. Je peux m'autoriser à être moi parce que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est avoir des gens qui ont envie de travailler avec moi, avec mon individualité, avec ma particularité. Et c'est finalement cette différence qui va créer la préférence, pour ne pas paraphraser mon ami Michael Aguilar. On va aussi s'en servir pour faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, pour prospecter
passivement. Et oui, il y a un maillon inexistant de ce processus commercial qui vient d'apparaître, la prospection passive. La prospection, comme le dirait Philippe Deliège, qui écrit énormément de livres sur le social selling que je vous recommande de suivre, pour devenir cette espèce de commercial pêcheur. Comment est-ce qu'on fait ça avec le digital et les écrans? Eh bien, on fait des webinaires comme on est en train de le faire. C'est une forme de prospection passive. Rassurez-vous, je ne vais pas vous envoyer un mail tout de suite à la fin de cet entretien, mais néanmoins réaliser que vous êtes venu de vous-même assister à ce débat, à cette conférence, c'est que probablement le sujet du remote selling vous parle. Et si j'avais une démarche active commerciale vis-à-vis de vous, eh bien effectivement, j'ai déjà une base mail pour pouvoir commencer à travailler. On peut faire ça avec du networking virtuel. Il y a de plus en plus d'outils qui vous permettent de participer à des conférences, à des débats, à des salons virtuels dans lesquels vous allez rencontrer des gens. Vous pouvez utiliser ces outils pour montrer les business cases que vous avez réalisés en faisant participer vos clients et en les mettant en avant. Vous pouvez avoir plein d'outils qui vous permettent de récupérer de l'intérêt sans même contacter personne. Des livres blancs, des applications partiellement gratuites ou limitées dans le temps. Vous pouvez même offrir un peu de votre temps. Des consultants qui offrent des consultations de 15 minutes ou 20 minutes directement sur des outils de prise de rendez-vous sans aucune interaction préalable possible. Vous prenez un rendez-vous, il est fixé, vous rencontrez la personne et c'est fait. C'est de la prospection passive. C'est une façon d'attirer à vous du client déjà quasiment qualifié ou du prospect déjà quasiment qualifié sans trop d'efforts. Et puis évidemment, pour prospecter activement, ça va tout changer. Prospecter activement, imaginez qu'aujourd'hui, je ne connais absolument pas les gens que j'ai envie de rencontrer et même sans avoir leur numéro de téléphone, tout à coup, je peux intervenir sur ses propres publications. Et oui, tout à coup, un inconnu vous offre un commentaire en dessus de votre article. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait deux choses. Si votre commentaire est assez intéressant, qu'il apporte de la valeur ajoutée, qu'il pose de bonnes questions, vous faites déjà un très bon travail. Vous n'êtes plus un inconnu pour cette personne. Il va vous trouver pertinent et les gens qui vous lisent aussi. Mais la deuxième chose, c'est que si votre propre réseau est fort, alors en mettant un commentaire sous l'article d'autrui, vous amenez avec vous la force de votre réseau. Ça veut dire que vous allez amener de la notoriété, de la visibilité au contenu de la personne que vous cherchez à rencontrer. Vous lui amenez du flux. Vous lui faites déjà un merveilleux cadeau, ce qui va engager de la réciprocité. Et nous allons pouvoir commencer à avoir des conversations sans voix. Des conversations qui nous permettent de démarrer une relation alors qu'on ne s'est jamais vu et qu'on n'a encore jamais parlé ensemble. Et puis, je vous prie de croire un truc formidable. On se plaint toujours du barrage de l'assistant, de la secrétaire, du réceptionniste et ainsi de suite. Je vais vous montrer quelque chose. Il n'y a aucun barrage entre mon smartphone et le smartphone de n'importe quel CEO de Belgique ou du monde entier. Aucun barrage. Il y a juste des milliers, des millions de liens faibles qui pourraient m'y amener. Mais personne ne fait de tri. Je n'ai pas quelqu'un à travers lequel je dois passer. C'est un accès direct à qui vous voulez, quand vous voulez. Ça, c'est la prospection moderne aujourd'hui. Et puis, en fait, aujourd'hui, la prospection, c'est devenu une conversation. Et cette conversation, elle est devenue riche, omnicanale. Jean-Philippe et Philippe, pour préparer ce webinaire, nous avons eu une conversation. Je vais appeler ça une conversation, même si en fait, si vous la regardez fragmentée, une partie a eu lieu sur WhatsApp, une partie a eu lieu sur la fenêtre de conversation de LinkedIn, une partie s'est faite dans des messages audio, une partie s'est faite en Zoom et en vidéoconférence. Mais c'est la même conversation. Nous avons entretenu la même conversation sur plein de formats différents. Et le fait de varier ces formats et de varier les formats de messages crée beaucoup moins de lassitude. Je n'ai pas l'impression de devoir prospecter en répétant tout le monde la même chose. Donc, profitez de ces écrans et de ces audio compatibilités pour enrichir votre prospection. Plutôt que de tout le temps utiliser le même canal pour donner le même message, utilisez la mixité. Envoyez un message audio sur LinkedIn, envoyez dans votre mail une vidéo de vous qui explique une chose ou l'autre, envoyez une démo directement accessible au client à travers un lien, mais utilisez tout ça, tous ces médias qui vous permettent de créer de la valeur ajoutée. Rien que ça, c'est ce que le remote selling peut déjà changer dans votre façon de prospecter, depuis la notoriété jusqu'à la prospection active. Alors évidemment, le remote selling va rendre la vente plus efficace. Aujourd'hui, McKinsey a fait une étude qui démontre que 76% des entreprises préfèrent désormais avoir des réunions et des entretiens en visioconférence plutôt que par téléphone ou plutôt que dans une salle avec des fournisseurs, des clients, des prospects. Et on se rend compte aussi que ces visioconférences, ces visioventes, ces entretiens par caméra vont permettre d'avoir entre 50 et 100% de rendez-vous en plus que des rendez-vous traditionnels. En Belgique,
Vous connaissez le principe, si vous êtes vendeur ou patron d'entreprise, vous pouvez faire quoi? 4, 5 rendez-vous par jour. Et encore, nous avons la chance d'être un petit pays dans lequel on peut effectivement toucher les frontières. Mais on est limité en termes de nombre de rendez-vous. Aujourd'hui, avec des visioconférences, on peut aligner entre 6, 8, parfois 10 rendez-vous. Et ils sont perçus comme plus qualitatifs parce qu'il se passe de trajets, il se passe de dépenses, ils sont directement to the point, ils sont conçus comme étant plus dynamiques, plus réactifs et beaucoup plus efficaces. Et donc, vendre à travers l'écran, c'est aussi pouvoir se servir de l'asynchronité, de pouvoir faire que votre rendez-vous déjà fait puisse être vu par quelqu'un d'autre dans l'entreprise à un autre moment sans avoir à répéter ce que vous faites. Vous faites gagner du temps à tout le monde. En plus, analyser vos rendez-vous de vente grâce au fait qu'ils soient enregistrés vous permet de progresser, de faire du coaching. Donc, il y a énormément de possibilités. L'autre chose, l'écran, il vous montre, mais il vous protège aussi. À savoir qu'aujourd'hui, la plus grande frustration de mes stagiaires quand je donne des formations commerciales, c'est d'avoir les bonnes idées de questions, c'est d'avoir les bonnes idées de résolution des objections et les oublier quand ils font face aux clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans la relation, ils n'ont rien d'autre qui leur rappelle sur les bons principes qu'ils ont appris et ils se diluent dans la conversation. Alors que derrière un écran, vous pouvez très bien avoir le rappel de votre processus, vous pouvez très bien avoir les questions qui tuent, avoir la résolution des objections déjà préparées, avoir votre plan de vente et avoir quelque chose de beaucoup plus structuré sans pour autant que le client le voie. Et donc, mettez derrière votre écran tout ce dont vous avez besoin pour vendre, y compris même des éléments de motivation que vous ne pouvez pas réellement mettre dans un client, dans une salle. Ça vous permet aussi des trucs qui sont formidables. Coopérer avec des outils de coopération. Vous pouvez partager un Google Doc, un tableau blanc, vous pouvez rédiger des notes à 4 mains, à 6 mains, à 8 mains si vous voulez. Vous pouvez rédiger des mind maps ensemble et réfléchir ensemble à n'importe quel bout du monde à comment vous allez construire cette relation commerciale. Et puis, vous pouvez appeler n'importe qui à n'importe quel moment. Vous pouvez invoquer, convoquer n'importe quelle personne. Ça veut dire que dans ces rendez-vous-là, si j'ai besoin d'un avis technique, il me suffit de 2 clics pour qu'un technicien émerge dans ma fenêtre de conversation. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un du marketing qui peut enfin comprendre ce qui se passe dans des entretiens de vente, plutôt que d'avoir uniquement leur relation une fois que le commercial est rentré. On a encore mieux. Je peux faire témoigner un utilisateur final sur la pertinence de mes produits et de mes services, même si on est dans le bureau du CEO. Je peux même encore faire mieux. Je peux vous faire apparaître un client dont le témoignage vous sera totalement révolutionnaire et extrêmement convaincant, et encore plus fort. Alors que je suis en entretien commercial avec vous, mon propre patron pourrait à un moment donné se pointer, faire un petit coucou et souhaiter la bienvenue au futur client. Un effet incroyable. Essayez de me faire ça dans une salle de réunion au 15e étage d'une tour, c'est absolument impossible si vous ne passez pas par de la visio. Le boss ne peut pas vous dire bonjour comme ça. C'est extrêmement simple. Et puis, c'est l'occasion aussi d'épater visuellement les gens. Et là, je pense que Philippe et Jean-Philippe seront de très bons conseils, mais il y a une tonne d'astuces et de trucs à maîtriser pour pouvoir créer un wow effect et créer effectivement de l'impression extrêmement positive sur les écrans. Troisième partie. L'après-vente est facilitée par l'omnicanalité, le numérique et les écrans. Parce qu'on a trop oublié, mais notre rôle, ce n'est pas de vendre, ce n'est pas de faire acheter quelque chose à un client, parce que le client ne réalise pas un achat. Le client a une volonté d'obtenir un résultat, d'acheter le produit du produit. Et trop souvent, dans le domaine de la vente, on oublie, on essaie de pousser le client à l'achat, et puis quelque part, on oublie que derrière, il y a un projet. Mais les CRM n'oublient pas, les outils n'oublient pas de nous rappeler qu'en fait, le client, il a un projet à date, qu'on peut le rappeler un peu avant, un peu après, qu'on peut lui faciliter l'accès aux résultats qu'il souhaite, que les relances sont programmables, que le suivi des propositions peut être totalement ou partiellement automatisé, et que ces CRM n'oublient pas les échanges, même s'ils sont vieux d'1 mois, ou voire même 1 an, et que la prise et l'accompagnement de l'expression de la satisfaction du client peut, elle aussi, être augmentée, démultipliée et accélérée, tout au bénéfice de notre marque. Tout ça est possible. Il suffit que vous le vouliez. Et ça, il va falloir évidemment l'admettre. Il va falloir admettre qu'il va falloir vous former, vous tenir en veille constante, essayer, tester, abandonner d'anciennes pratiques pour pouvoir en prendre de nouvelles, les embrasser et parfois prendre des pratiques qui vont juste durer 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an peut-être, parce que c'est à force d'essayer qu'on finira par trouver la bonne recette. On va devoir réapprendre quelque chose qu'on a trop longtemps oublié, c'est l'agilité. Aujourd'hui, une étude de Gartner montre que 58% des représentants commerciaux pleurent pour être formés sur les nouveaux outils digitaux. Et on a une autre étude qui démontre que 77,5% des managers commerciaux n'ont même pas été formés au management à distance et sur les outils. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait aujourd'hui, on est face d'un côté à une démultiplication de possibilités et de l'autre côté à une absence totale de formation. Et je vais vous dire la vérité, personne ne peut vous former
Personne ne peut vous former au remote selling ou au modern selling aujourd'hui. Attention, entendez bien ce que je dis. Personne ne peut vous former parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recette gagnante. Il y a plein de recettes potentiellement gagnantes. Donc, aucun d'entre nous ne peut vous former. Par contre, beaucoup d'entre nous peuvent vous coacher dans le sens le plus noble du terme. On va pouvoir vous apporter des sommes d'expérience, bien entendu, on va pouvoir vous relater ça, mais on n'a pas la recette magique. Par contre, on va créer la recette magique avec vous. Le coach, ce n'est pas celui qui vous dit quoi faire. Le coach, c'est celui qui essaie de déterminer avec vous, clarifier vos objectifs et de vous mettre en action pour que vous les atteigniez avec tous les éléments dont vous avez besoin. Et nous allons évoluer nous-mêmes dans nos métiers de formateurs sachants à coach. On va essayer ensemble des choses, on va découvrir ensemble des potentialités, on va partager les expériences les uns des autres. Et c'est ça la formidable opportunité qu'on a. Je voudrais que vous considériez que ce numérique et ces pléthores d'écrans n'est pas une jungle. C'est le nouveau Far West. On est sur une nouvelle conquête de l'Ouest. Oui, personne ne peut vous donner la recette gagnante. Mais vous savez quoi ? C'est la meilleure nouvelle que je puisse vous annoncer. Parce que personne n'a encore la recette gagnante. Il se fait que la recette gagnante, c'est peut-être la vôtre. Le prochain gagnant du digital, c'est peut-être vous. À condition que vous vouliez absolument réinnover, commencer à réévaluer vos pratiques, faire autre chose que ce que vous faisiez déjà et cesser d'appliquer juste un filtre numérique et d'écran à des processus qui sont vieux. C'est le moment d'investir. C'est le moment de se diversifier. C'est le moment de tester de nouvelles choses parce que toutes les places sont à prendre, tous les modèles sont à créer. Donc, je vous encourage, moi, et c'est vraiment le fondamental, le message que j'ai envie de faire passer, à tout tester, à prendre vos marques et à définir ce que vous voulez avoir en termes de vente. Définissez la vente de demain, vous-même, dans votre propre secteur d'activité. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez laisser cette opportunité à d'autres que vous, peut-être vos concurrents, vos fournisseurs, vos clients, qui eux-mêmes détermineront les standards dont ils vont pouvoir profiter avant vous. Soyez créatifs parce qu'aujourd'hui, la prime est à l'innovation et c'est l'important pour moi, c'est de vous convaincre ça. Ce ne sont pas vos ennemis. Le numérique et le digital et les écrans sont de fantastiques alliés, mais il va falloir effectivement tout rechallenger et partir dans des incertitudes qui vont nous créer des expériences absolument formidables. Et c'est pour ça que j'ai convié aujourd'hui, et je vais commencer par lui, Philippe Boulanger. Philippe, alors c'est un très ancien de la tech, parce qu'à l'époque où moi-même je sortais peut-être à peine de l'université, il était déjà en train d'innover les pratiques dans des entreprises comme Apple et Sony. Figurez-vous que chez Apple, il a été un des premiers à créer des systèmes de visioconférence en 1994. Et depuis, son expérience de l'innovation et du digital n'a fait que croître. On l'appelle aujourd'hui The Innovation Evangelist. Il fait des conférences partout dans le monde entier. Il a même fait des TED Talks. Il est très demandé et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir l'accueillir avec Jean-Philippe, un honneur non seulement de l'avoir, mais je ne vous le cache pas, de l'avoir parce qu'il ne se trouve absolument pas dans le studio. Et je vais vous laisser, je vais lui passer la parole dans un instant. Toi, merci d'abord Philippe d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Toi qui pratiques la visio depuis 27 ans, qui l'a presque fabriqué ou qui a contribué à son accouchement, toi qui as cette expérience, qu'est-ce que tu penses pouvoir nous apprendre de véritablement fondamental sur la façon qu'on a de se présenter à l'écran et d'utiliser ce média-là? Eh bien, écoute, merci Laurent pour m'avoir invité effectivement à parler. Effectivement, je suis pas exactement dans ma configuration idéale, on va dire pas configuration idéale, mais ma configuration habituelle. Effectivement, je suis passé de Ixelles, donc dans la banlieue de Bruxelles, jusqu'à un endroit qui se trouve isolé un petit peu dans l'Atlantique. Donc j'ai 6 heures de décalage avec vous. Ça veut dire que je me suis levé un petit peu tôt ce matin pour être parmi vous. Mais c'est un réel plaisir. Alors, ce que j'ai appris depuis 27 ans, c'est qu'en fait, dès l'instant où on fait de la visio, ça change beaucoup de paramètres. D'abord, le monde devient plat. Et vous le voyez, là aujourd'hui, je suis, et je vous le montrerai tout à l'heure, je suis dans une île des Caraïbes, en fait, en quarantaine, avant de rentrer aux États-Unis pour un événement personnel et aussi pour faire un cycle de conférences là-bas. Et malgré le fait que je sois avec 6 heures de décalage, eh ben, je suis parmi vous aujourd'hui et je vais interagir avec vous. Alors le premier élément moi, que j'ai appris depuis 27 ans, il est assez simple. C'est que les personnes qui sont devant une caméra ne se rendent plus compte qu'ils sont devant une caméra très vite. Un petit peu comme si vous êtes au volant de votre voiture. Hein. Vous êtes dans un cocon, vous avez l'impression d'être seul au monde, et en fait, vous perdez l'image que vous avez de vous-même. Donc en fait, il est extrêmement important de comprendre l'impact que vous allez avoir avec votre son et avec votre image.
Et donc, pour ça, je vais vous rappeler une chose, tout simplement, c'est que dès l'instant où vous êtes devant une caméra, eh bien, vous représentez votre marque. Vous représentez quelque chose d'extrêmement important. Alors, ça peut être votre marque personnelle, ce qu'on appelle le personal branding, mais ça peut être aussi la marque de votre entreprise. Vous représentez votre marque. Alors, ce qui se passe, c'est que dès l'instant où vous êtes face à un client, à un prospect, ce client, ce prospect, va, basé sur votre son et votre image, va tout de suite avoir une opinion sur qui vous êtes. Alors, vous avez vu Laurent il y a quelques instants, il est dans un studio professionnel. C'est typiquement un studio sur lequel vous avez en même temps un régisseur technique qui va faire des changements de caméra. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi chez soi, avec les 2-3 outils appropriés. Et évidemment, ça fait une grosse différence. Donc, la qualité de la production qui a été démontrée par Laurent est typiquement quelque chose qu'on aimerait voir chez toutes les personnes qui vont représenter leur marque. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'on appelle ça l'effet de halo. L'effet de halo, il a été déterminé initialement par un psychologue américain, Edward Thorndike, dans les années 1920. Il était psychologue à l'armée et il s'est posé la question pourquoi certains militaires progressaient plus vite que les autres dans la hiérarchie. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ces militaires-là avaient tendance à être des belles personnes plutôt grandes. Il s'est dit, c'est quand même curieux. Et il a bâti une théorie qui était qu'effectivement, la première impression qu'on avait d'une personne allait contaminer l'ensemble de ses compétences. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui présente bien, on va penser qu'il est compétent dans son domaine, ce qui n'a rien à voir. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Ça a été revalidé par un autre psychologue américain qui s'appelle Solomon Asch, qui lui a fait des études beaucoup plus poussées. Et en fait, on s'est rendu compte, depuis, avec plein d'autres études, entre autres d'études canadiennes, et on l'a même quantifié. Imaginez la chose suivante. Quelqu'un qui est grand va avoir un écart de salaire par rapport aux autres personnes qui va être de $300 par an et par centimètre au-dessus de la moyenne. Donc quelqu'un qui est très grand va gagner plus que quelqu'un qui est de taille moyenne, voire que quelqu'un qui est petit. Est-ce que c'est juste? Absolument pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un de grand, on va le considérer comme étant plus sérieux, plus compétent, plus ambitieux. Mais non. Mais pourtant, c'est la réalité. Donc dès l'instant où vous apparaissez à l'écran, avec un bon son et une belle image, automatiquement, on va penser que vous êtes plus compétent, que vous êtes un spécialiste dans votre domaine. C'est la raison pour laquelle votre image est absolument critique. Vous devez la soigner. Vous devez soigner votre son de la même manière. Alors, c'est important de comprendre ça parce que ce que vont faire vos clients ou vos prospects, c'est que si vous arrivez à résoudre leurs problèmes, eh bien, ils vont vous aimer. Et si vous arrivez à dépasser leurs attentes, parce que vous répondez rapidement grâce à ces nouveaux outils, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre client, votre prospect, il va vous vénérer. Il va vouloir rester avec vous. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le choix. On doit être performant dès l'instant où on va partir en visioconférence. Alors, ce que je vous propose, c'est de rapidement voir les différents éléments clés qui font qu'on va bien fonctionner en visioconférence. Donc, je vais commencer par vous parler du son. Alors, le son, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que même si l'image n'est pas parfaite, votre son doit être bon. Il ne faut pas que votre son soit mauvais au point qu'on doive tendre l'oreille, on doit essayer de comprendre ce que vous dites. Donc, vous devez porter une attention particulière au son. Alors, vous avez remarqué que Laurent est dans un studio professionnel, il a un son qui est parfait. Jean-Philippe, vous allez voir, il utilise aussi un son qui est plutôt d'excellente qualité. Moi, je me suis baladé dans cette île des Caraïbes avec effectivement mon matériel de conférencier qui fait qu'effectivement, je suis avec un son qui normalement devrait être relativement bon. Le son est effectivement extrêmement important. Alors, j'ai eu l'occasion de tester des dizaines de matériels de son, ce qui me permettait effectivement de saisir, en fonction de la configuration, ce qui convient bien. Donc là, par exemple, je suis équipé avec un micro, ce qu'on appelle un micro tour d'oreille, dit Madonna. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une grande liberté. C'est typiquement le genre de micro que j'utilise sur scène quand je fais des conférences sur l'innovation, qui me donne la grande liberté pour bouger.
En fait, à chaque configuration, vous allez avoir un micro qui va convenir le mieux à votre utilisation. Donc ça peut être un micro-cravate, ça peut être un micro qui est posé sur une table, ça peut être un micro sur une perche, ça peut être un micro tour d'oreille. Vous avez plein de configurations possibles et en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de votre interaction, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, ce qui est important, c'est ce qui vous convient le mieux, ce qui va être perçu par les autres. Deuxième élément, évidemment, c'est la lumière. La lumière est absolument critique pour que votre image soit bonne. Vous pouvez avoir une caméra qui est pourrie, enfin, on ne va pas exagérer non plus, mais dès l'instant où vous avez une caméra qui est suffisamment bonne, si vous avez une bonne lumière en face de vous, qui est bien gérée, eh bien, vous allez avoir une image qui va être correcte. Et là, je vais vous donner quelques exemples sur votre image. Donc, votre image, c'est aussi une déclaration, d'accord ? Si je devais le dire comme ça, votre lumière et votre cadrage sont des déclarations. De la même manière que votre son, la qualité de votre son, c'est une déclaration. Alors en Belgique, on a des personnes célèbres qui oublient qu'elles sont devant des caméras. Et donc ici, je vais vous montrer un exemple qui est que vous connaissez tous, Maggie de Bloch, qui oublie régulièrement qu'elle est devant une caméra et qui a des gestes qui sont évidemment repris de manière permanente par la presse. Donc évidemment, c'est pas exactement ce qu'on aimerait voir, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de l'image de la voiture dans un cocon. Effectivement, on a tendance à, de temps en temps, aller trifouiller un petit peu son nez quand on est en voiture. C'est un peu mécanique. Eh bien, de la même manière, on oublie qu'on est devant une caméra et on fait le même genre d'erreur. Est-ce que quand vous avez ce type de comportement, vous paraissez comme étant crédible? En fait, on détruit son image. Je vous rappelle, vous représentez votre marque. Donc, on doit avoir cette qualité de présentation qui doit être absolument fabuleuse. De la même manière, ici, vous me voyez au saut du lit, pas coiffé, avec un mal éclairé. Vous voyez un éclairage derrière moi qui met en plus un arrière-plan qui est une cuisine. Eh ben non, ça va pas. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que ça, effectivement, ça détruit notre crédibilité. Comment voulez-vous que je fasse croire que je sois un conférencier en innovation avec une image de cette catégorie-là? Ça ne fonctionne pas. Donc, on doit faire extrêmement attention à son image. Vous avez vu, Laurent, la manière dont il est habillé, qui respecte son public. Il est dans un studio de production professionnel. Vous voyez Jean-Philippe qui a choisi un autre type d'arrière-plan qui montre son attachement au numérique. Évidemment qu'on va faire attention à tout ça. Alors, dans les erreurs classiques, vous avez le contre-jour. On évite le contre-jour. Si on fait de la visio, c'est pour évidemment être vu. On a le body language, on a les expressions qui doivent passer. Donc, et si on imagine, quand on voit dans une réunion Zoom le nombre de personnes qui font pas attention à ça, mais c'est juste dramatique. Et puis, bien évidemment, vous avez les mixtes, c'est-à-dire, là, je suis à côté de la fenêtre. Alors là, il y a deux erreurs, évidemment, là-dedans. La première erreur, c'est que je suis à la fois surexposé d'un côté et sous-exposé de l'autre. Et en plus, vous voyez, j'ai une chemise qui est pas très bien fagotée. Donc, encore une fois, c'est pas très respectueux des personnes avec lesquelles je suis. Alors, on vous dit quelquefois, il faut être face fenêtre pour que la lumière soit belle. Et là, je vous ai pris un exemple à 5 minutes d'intervalle. Ça, c'était à Excel il y a quelques mois. Vous voyez à gauche, le ciel était nuageux et on a ce qu'on appelle une lumière froide. 5 minutes après, le soleil était revenu et la lumière est devenue chaude. Et en fait, la caméra ne s'adapte pas forcément. Donc, c'est la raison pour laquelle on maîtrise la lumière en ayant une lumière artificielle qu'on va gérer devant soi. Alors, vous me dites, ouais, la lumière artificielle, est-ce que ça peut être un petit peu compliqué? Non, ça peut être très simple. Et d'ailleurs, vous allez voir ce que j'ai emmené avec moi dans les Caraïbes, c'est ce qu'on appelle de l'effectuation, c'est-à-dire que j'ai utilisé d'une part ce que j'avais à disposition et d'autre part, j'ai construit quelque chose. Bien, donc tout ça, ça fait qu'on va être crédible ou pas. Et là, je vous montre une petite vidéo. Alors, dans cette petite vidéo, vous allez voir deux personnes, ça va durer 7 secondes, et vous allez voir la différence de choses, et on va analyser un petit peu ensemble ce qui se passe. Vous avez à gauche un garçon qui est en t-shirt. T-shirt, moi, ça me pose un problème, c'est pas quelque chose de très sérieux. Puis à droite, vous avez quelqu'un qui est manifestement éclairé par une lumière froide, et en plus, on a ce qu'on appelle la vue des narines, c'est-à-dire, vous voyez, cette vue qui fait qui est une vue de contre-plongée, où on voit l'intérieur de ses fosses nasales. C'est pas très joli. Donc, je vous montre la vidéo et on revient dessus après. Est-ce qu'il veut?
Non, la vidéo est pas partie, c'est pas grave. Donc en fait, l'arrière-plan que vous allez choisir, évidemment, il est extrêmement important. Donc là, vous voyez un de mes amis qui s'appelle Guy Burkhardt, qui est un conférencier professionnel qui lui traite du service client. Et c'est quelqu'un il a une conférence qui est hilarante, en fait. C'est extrêmement amusant. Et lui, il met systématiquement des arrière-plans, qui sont des arrière-plans qui font rire ou sourire les gens. Donc, vous devez choisir des arrière-plans qui sont en congruence avec votre activité, avec le message que vous voulez faire là, évidemment. Eh bien, les gens vont se dire, c'est bon, il est sérieux, je comprends ce qu'il veut dire. Alors, je vais vous montrer quelques exemples maintenant. Donc là, c'est typiquement 4 arrière-plans que j'utilise de manière régulière. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi l'arrière-plan sur fond noir, parce que c'était l'arrière-plan que je considérais comme étant le plus pertinent pour cette vidéoconférence. Et donc, vous voyez, juste à droite, j'en ai un avec un petit éclairage supplémentaire sur la tête, le suivant avec un éclairage de fond de studio, et le dernier avec une bibliothèque. Alors, celui qui est mon fond de studio, c'est celui que j'utilise pour mes conférences sur l'innovation. Pourquoi ? Parce que c'est un arrière-plan qui est sympathique, et qui permet de montrer, alors là je vais vous le montrer d'ailleurs, je vais repasser au mode normal, voilà. Donc quand je l'utilise, ça donne ça. Donc en fait j'ai une terre qui tourne derrière moi, qui donne ce côté international dans lequel je suis. Donc ça, c'est congruent avec mon activité de conférencier. Si je veux faire une conférence sur l'innovation, sur la vidéoconférence, pardon, eh bien, je vais choisir un arrière-plan qui peut être différent. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de faire quelque chose qui soit un petit peu différent. Donc, ce que je fais quand je fais ça, c'est que j'intègre aussi, vous voyez, mes présentations PowerPoint au sein de mon studio. J'ai pas besoin de partager d'écran. J'ai intégré le partage d'écran, mais le partage de mes présentations au sein de ma vidéo. Ce qui me donne une très grande liberté dans ce que je peux faire par rapport à un partage d'écran. Je reste toujours à l'écran. Encore une fois, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, plus de 50% de notre cerveau est visuel. Or, quand on est en face à face, évidemment, les personnes vont vous regarder. Donc en fait, je ne perds jamais le contact avec les personnes qui sont en face de moi. Donc, si je vous demandais votre avis sur les types d'arrière-plan qui fonctionnent, eh bien écoutez, le fond noir quand je fais des vidéoconférences classiques remporte plus de 50% des suffrages. Quand je suis en conférence sur l'innovation, mon fond d'écran, mon arrière-plan, pardon, avec le fond de studio, c'est celui qui remporte les suffrages. Donc en fait, en fonction de votre public, vous devez choisir un arrière-plan qui va être congruent avec ce que vous voulez faire. Pourquoi ? Parce que évidemment, votre arrière-plan, c'est une déclaration. Donc votre image, votre son et votre arrière-plan sont des déclarations. Alors maintenant, comment on fait ce genre de choses ? Eh bien, écoutez, c'est pas très compliqué. Là, je vous montre l'environnement dans lequel je suis en ce moment. Donc cette quatorzaine en Caraïbes, en fait, me sert aussi de pré-lune de miel. Donc là, je fais une déclaration qui n'a rien à voir avec le business. Mais donc, je suis avec ma compagne ici, qui va devenir ma femme dans quelques jours, dès l'instant où on sera rentré aux États-Unis. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai transformé ça en studio pour vous parler aujourd'hui. Donc, allons-y. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc voilà, vous me voyez maintenant en temps réel dans ce studio. J'ai une seule lumière en face de moi. Alors vous voyez, j'ai mon costume, mais j'ai pas que le costume. Vous voyez, je suis en short parce qu'on est dans les Caraïbes, il fait une température absolument idéale. Je vais retirer juste un moment ma lumière, comme ça vous allez voir ce qu'il y a dehors. Ça va être sympa. Voilà. Voilà. Donc alors dehors, c'est même surexposé. Donc ok, je remets ma lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cet environnement ? Vous voyez, j'ai une valise sur laquelle j'ai posé mon PC. Donc là, franchement, on est dans le bricolage. J'ai un écran vert derrière moi que j'ai disposé, que j'ai attaché sur le lit à baldaquin. Donc, j'ai choisi cet endroit-là. Au-dessus de mon PC, bien entendu, j'ai ma caméra. Et donc voilà, vous allez me voir ici, vous me voyez en temps réel sur mes deux images.
Et en face de moi, j'ai une seule lumière. Alors, il se trouve que j'avais pris mon matériel de photo avec moi parce que j'adore faire de la photo, et j'avais pris avec moi ce qu'on appelle des parapluies, qui permettent de faire rebondir la lumière des flashs, et un trépied. Alors, voilà ce que ça représente en termes de taille dans une valise. J'en ai plusieurs, hein. Donc, je vous les montre. Voilà. Donc, ça, c'est le parapluie plié. Et ça, c'est le trépied plié. Donc, vous les voyez sur l'écran, ça prend que dalle. Et à l'intérieur de ça, j'ai mis une ampoule LED 100 watts, enfin équivalent de 100 watts, qui me permet d'avoir une lumière dans le parapluie qui vient m'éclairer correctement, et qui vient éclairer correctement mon fond vert. Et vous voyez, ça donne tout de suite quelque chose qui est différent. Et en fait, je peux faire ce que je veux avec ça. Donc, je reviens sur ma présentation PowerPoint. Et vous voyez ici un arrière-plan, ce qu'on appelle un arrière-plan construit. Alors là, c'est différent, je n'utilise pas de fond vert, mais je suis dans une configuration, là c'est la configuration, une des deux configurations que j'ai à XL. La première, elle est sur fond vert et elle se trouve devant moi en fait. Donc j'ai un studio dans lequel je peux faire tourner mon système. Et là, c'est une configuration où je suis debout avec une télé qui vient afficher mes présentations. Donc c'est un autre choix qu'on peut faire, et c'est plutôt le choix par exemple de ce qu'on appelle un arrière-plan construit, c'est ce que vous avez vu avec Laurent il y a quelques instants, où il est dans un studio professionnel, où on a choisi un certain nombre de choses pour être congruent avec l'activité. Tout ça, ça fait que vous allez avoir une présentation qui bien évidemment va être extrêmement différente de ce qu'on pourrait avoir en visio de manière normale. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on doit avoir des modes innovants de présentation. Comme Laurent vous l'a dit, on doit chercher l'innovation en permanence. Et là, je vais vous donner un truc que moi j'utilise depuis la fin des années 80 comme étant une règle de base. C'est la chose suivante. Et là, je vais prendre un exemple qui est très simple, qui est ce diagramme. En fait, je vais utiliser la métaphore des smartphones. Au départ, quand on a acheté les premiers GSM, rappelez-vous, ce qu'on attendait d'un GSM, c'était quoi ? C'était de passer des appels et d'en recevoir et d'envoyer des textos. Ces fonctions-là sont des fonctions basiques, d'accord ? Si les attentes sont couvertes, eh bien, votre niveau de satisfaction en tant que client, c'est l'échelle verticale que vous voyez ici, ça va être neutre. On ne sera pas spécifiquement content parce que les attentes sont couvertes. Par contre, si elles ne sont pas couvertes, si on ne peut pas recevoir de texto, on ne peut pas émettre à un moment donné, on ne va pas être content du tout. Donc, en fait, vous voyez sur la partie gauche, dès l'instant où les attentes ne sont pas couvertes, la satisfaction tombe de manière immédiate. Le deuxième élément qu'on va trouver sur ce diagramme, c'est ce qu'on appelle les attentes qui sont liées à la performance. Qu'est-ce qu'on attendait d'un téléphone à l'époque ? C'était par exemple une durée de vie de la batterie qui nous permettait de parler pendant 2 heures ou 4 heures, ou de rester en veille pendant plusieurs jours. C'est ce qu'on avait avec les Nokia à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ça, c'était l'indice de performance. Et puis, sont arrivées des nouvelles générations, les smartphones. Et évidemment, c'est Apple qui a commencé à attaquer. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des nouvelles fonctions qui ont créé de l'excitation. Alors, une nouvelle fonction qui crée l'excitation, c'est quoi ? Si elle n'existe pas, eh bien, le niveau de satisfaction, il est neutre. Par contre, dès l'instant où la fonction existe, comme on ne s'y attendait pas, eh bien, l'excitation va arriver et le niveau de satisfaction du client va être très forte. Alors, bien évidemment, certaines de ces fonctions deviennent, au bout d'un certain temps, basiques. Aujourd'hui, tous les téléphones ont un appareil photo, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va distinguer un téléphone d'un autre aujourd'hui ? Ça va être la qualité de l'appareil photo, ça va être encore une fois la durée de vie de la batterie, et là, on va retomber dans l'aspect performance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès l'instant où on a créé quelque chose qui est excitant, eh bien, ça va ne durer qu'un temps. Ça va être copié. Vous allez faire des émulations de personnes autour de vous. Donc, c'est nécessaire, en fait, d'innover en permanence. C'est la raison pour laquelle, dans ce domaine-là, j'ai créé cette masterclass qui me permet... Alors, je vais revenir en mode sur fond noir. J'ai créé cette masterclass de manière à ce qu'on puisse créer des présentations qui soient innovantes de manière simple, sur lesquelles on ne perde pas les prospects ou les clients,
et où on impacte au maximum avec un bon son, une bonne image et avec des modes de présentation qui soient innovants en permanence. Donc, oui, dès l'instant où vous arrivez avec cette qualité, eh bien, automatiquement, les personnes qui sont en face de vous vont penser que vous êtes un expert dans votre domaine d'activité. Donc, gardez ça en tête. La première impression que vous allez faire avec votre son, votre image et votre style de présentation, c'est ce qui va impacter votre client ou votre prospect et lui faire penser que vous êtes un expert dans votre domaine. Et là, vous gagnez des points. Laurent, je te laisse la main maintenant. Ah, écoute, ça va être difficile de dire quoi que ce soit après la démonstration magistrale que tu viens de nous faire, pour laquelle je te remercie très chaleureusement. Et permets-moi, au nom de toute l'équipe, d'abord de te présenter un peu à l'avance toutes mes félicitations, bravo. Et encore une fois, merci du temps que tu as pris avec nous. J'espère que vous êtes convaincus qu'il y a moyen, même dans des conditions les plus extrêmes, d'arriver à avoir une image professionnelle impeccable. On n'a pas forcément besoin d'un studio comme celui-ci. Philippe vient de nous en faire une démonstration magistrale et je vous conseille de le suivre et de l'accompagner dans ses déplacements. Vous verrez qu'il est toujours de bons conseils. Effectivement, il a une excellente masterclass. Et en parlant de passer dans le domaine de l'expertise, il y a un autre expert que je voulais absolument faire intervenir aujourd'hui. Alors, évidemment, on n'est pas dans les clous. Évidemment, on a pris un peu trop de temps. Évidemment, on n'arrêtera pas pile à 13h30. On va laisser Jean-Philippe déployer son propos et je tiens absolument à ce que vous puissiez leur poser des questions auxquelles ils pourront répondre, moi y compris. Mais voilà, j'ai envie de vous présenter Jean-Philippe Quenier que j'ai fait venir parce que Jean-Philippe a baroudé entre la Belgique, dans laquelle il a habité également, Londres, l'Inde, la Chine, l'Angleterre, les États-Unis. Ça fait 30 ans qu'il baroude dans la vente B2B. Il a sillonné le monde pour acheter comme vendre d'ailleurs. Il a travaillé en start-up, il a travaillé pour des grands groupes américains. Il y a 21 ans déjà, il avait prouvé le retour sur investissement d'une petite entreprise que vous connaissez qui s'appelle Salesforce, alors que l'entreprise n'avait même pas encore soufflé sa première bougie, pour vous dire qu'il avait le nez creux et qu'il était déjà dans l'idée des outils et de la technologie. Mais ce qui est le plus important pour Jean-Philippe, c'est finalement, c'est pas l'outil, c'est le mariage entre l'outil, les techniques de vente habituelles, l'équipe commerciale et l'humain. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire de Philippe, c'est qu'en même temps, c'est un acharné de technologie, mais en même temps, c'est un acharné d'humain. Et donc voilà, je veux le faire intervenir aujourd'hui parce qu'il est plus à même de nous dire quelles sont les techniques et les technologies de vente moderne qui vont pouvoir être mises au profit de vos entreprises aujourd'hui. C'est donc de tout ça que Jean-Philippe va nous entretenir pendant normalement à peu près 15 minutes. Jean-Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup, merci Laurent de Smet, merci au Cercle de Wallonie de nous recevoir. Alors oui, Philippe a raison, à travers un écran, il faut adapter sa lumière, son cadrage, il faut adapter le fond d'écran, avoir un fond d'écran cohérent et congruent. J'ai bien écouté Philippe, bravo et félicitations encore pour ton prochain mariage. Donc il faut adapter tout ça. Alors je vais enlever devant vous, Philippe est aux Caraïbes, bien loin de la Wallonie, et je vais enlever pour vous mon fond d'écran et mettre mon vrai fond d'écran. Voilà, je suis, hop là, voilà, mettre mon fond d'écran. Donc moi, je suis loin aussi. Voilà, je suis dans la station spatiale. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 je suis beaucoup plus proche de vous. J'enlève et voici mon chat. Non, là aussi, c'est peut-être un trucage. Attention, attention, c'est peut-être un trucage. Alors, Philippe a raison. Il faut adapter tout ça. Et Laurent a raison aussi. Les marchés sont des conversations. Vous voyez, j'ai bien écouté. Pour vendre, il faut un canal de communication et un message. Alors que ce soit le courrier, l'email, le SMS, qui en fait se limite à du texte. Le courrier, l'email, le SMS se limite à du texte, que ce soit le message déposé sur le répondeur téléphonique d'un de vos prospects, d'un de vos contacts, ou une conversation téléphonique avec lui. Mais là, attention, on est limité à une chose, on est limité à deux choses. On est limité aux mots et on est limité à la voix. Dans un cas, on a des canaux de communication, le SMS, l'email, le courrier, où on est limité à des mots, et l'autre où on est limité à la voix. Donc, eh bien, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Bah oui, on a maintenant l'écran partagé, une surface de projection, une surface de collaboration. On a la possibilité on a des super pouvoirs, on a la possibilité de se téléporter en un clic, puisque du bout du monde, on peut rencontrer des gens. On a la possibilité de faire venir des gens. Il y a énormément de nouveaux super pouvoirs. Alors, je suis ravi de revenir en Wallonie aujourd'hui parce qu'il y a 21 ans. Ouais, le 1er avril, c'est vraiment presque jour pour jour. On est le 2 avril, il y a 21 ans, le 1er avril 2000.
2000. J'arrivais à Bruxelles en tant que directeur commercial pour gérer le bureau bruxellois d'un grand groupe américain, l'agence de presse Dow Jones, située juste en face du Berlaymont. Et je me rappelle avoir été accueilli avec beaucoup d'humour et de bienveillance par toute l'équipe belge. La preuve, j'ai longtemps cru que la Jeanne Kenpis était un poisson d'avril que l'on me faisait, mais non, jusqu'à ce que Vanessa, Anne, Dirk et toute l'équipe commerciale à Bruxelles me fassent visiter l'impasse de la fidélité, et je les remercie encore pour leur accueil formidable en Wallonie pendant plusieurs années. J'ai encore évidemment la nostalgie des chocolats Vitamère de la place du Grand Sablon, du glacier Zizi qui a tant fait rire mes filles. Donc rebonjour Bruxelles, rebonjour la Wallonie. La visioconférence permet de prospecter, de parler, de communiquer, de converser, de commercer avec des personnes malgré la distance. Aujourd'hui, avec 30 ans d'expérience dans la vente et une barbe un petit peu grise, je suis coach de vente B2B. Je me concentre sur ces nouveaux super pouvoirs à travers un écran, comment adapter les techniques de vente et aider tous les clients. Laurent a raison, vous former ne suffit pas pour prendre de nouvelles habitudes commerciales rentables, pour les installer dans la durée, dans vos équipes et pour vous-même. Eh bien, je suis coach de visio-vente. Il faut accompagner les clients pour leur montrer la voie, les accompagner dans la découverte de ces nouvelles techniques. Alors, vendre à travers un écran. Vendre à travers un écran. Est-ce une punition? Certains le croient. Moi, je ne le crois pas. C'est juste une évolution de la vente. Comme je le disais, de nouveaux canaux de communication. Skype a été inventé en 2003. Skype est majeur et vacciné. Skype a 18 ans. Mais l'habitude commerciale était de dire « je viens vous voir » au lieu de dire « on se fait une visio ». Donc il y a tout un nouveau vocabulaire, tout un nouveau langage. Se voir par écran partagé, c'est quand même se voir. Se filmer et envoyer une vidéo, c'est quand même le client vous verra. Vous ne le verrez pas, mais le client vous verra. Donc cette conversation, la vente est une conversation. On doit, pour vendre, commencer par dire bonjour. Eh bien, il y a de nouveaux canaux de communication. Et un peu comme les stars de la télévision, un peu comme les animateurs de talk show, peut-être faut-il s'approprier ces nouveaux usages de la communication. Alors, on va faire simple. Évidemment, tout le monde critique. Il y a des outils, c'est compliqué, on a trop d'outils. Il y a des objections. Je ne peux pas voir mon client, je ne peux pas ceci, cela. Alors, plusieurs choses. D'abord, les outils, ça fait peur, et certains pensent qu'il faut lire le mode d'emploi, une formation, lire le mode d'emploi de Teams, de Zoom, de Whereby ou d'un autre outil de visio pour pouvoir être efficace en visioconférence. C'est un petit peu comme si vous disiez à un télévendeur, lisez le mode d'emploi de votre téléphone Alcatel de bureau, comprenez bien chaque fonction et chaque touche, et vous saurez augmenter vos ventes à travers le téléphone. D'ailleurs, historiquement, en 1876, la première fois que le téléphone, une démonstration publique de communication par téléphone a été faite, une personne dans le public s'est évanouie car elle a dit « j'ai entendu des voix ». Oui, d'accord, le téléphone a surpris beaucoup de gens. Mais on a inventé tellement de techniques de vente innovantes autour du téléphone. Et je vous rappelle que le téléphone ne faisait passer que la voix. Donc, avec tout cet outil qui permet de partager ses écrans, de collaborer, on va pouvoir inventer bien plus de techniques de vente passionnantes qu'avec juste les techniques de vente commerciale par téléphone. Un outil n'est rien, ce qui est important, c'est ce que l'on en fait. Un pinceau est un outil, mais tout le monde n'est pas Magritte. Les mots sont des outils, mais tout le monde n'est pas Jacques Brel. La visioconférence est un outil, mais tous les commerciaux beaucoup de commerciaux sont souvent perdus face à leur écran, ou plutôt derrière leur écran. Un outil n'est rien. Ce qui est important, c'est la réinvention de vos techniques de vente. Il faut partir de la vente et non pas des outils. J'ai eu la chance à Bruxelles de diriger le bureau bruxellois qui couvrait le Benelux pour un grand groupe américain, le groupe Dow Jones. J'ai ensuite été promu à Londres pour m'occuper sur l'Europe de manager 8 pays et 18 commerciaux dans ce groupe américain. Et sincèrement, les promotions que j'ai eues, l'évolution que j'ai eue et les résultats et les commissions et les salaires que j'ai eus ne sont pas dus à mon talent d'orateur ou à mon talent commercial, mais plutôt au fait d'avoir détecté et compris l'usage de certains outils
dont, par exemple, le fait, comme l'évoquait Laurent, le fait d'avoir installé Salesforce alors que la société avait à peine soufflé sa première bougie, ça nous a donné un avantage commercial par rapport à nos concurrents. Donc, la vente, ce n'est qu'un outil, c'est la manière de l'utiliser qui est importante, c'est la manière de l'adapter à vos techniques de vente. Et si les outils se modernisent, on ne peut pas le nier, il faut donc moderniser, réinventer les techniques de vente, brainstormer sur les techniques de vente pour les adapter au mieux à votre marché. Alors tout le monde a peur de la visio, les commerciaux me disent je ne peux pas vendre si je ne vois pas mes clients, quand est-ce qu'on va pouvoir retourner sur le terrain? Eh bien en fait, certes il y a la perte des rencontres fortuites chez un client, la fatigue devant l'écran, qui pousse peut-être à être plus concis, l'impossibilité de toucher vos produits physiques, mais il y a des avantages absolument fabuleux. L'un des premiers avantages, c'est la téléportation. Il est 17h, un vendredi, on vous appelle et vous parlez à un prospect et vous convenez de le rencontrer. Jusqu'à présent, vous lui disiez, on se voit mardi à 17h. Alors que maintenant, vous pouvez juste vous téléporter, dire, si vous voulez, on passe du téléphone à la visio. Ça me permettra, on va en 5 minutes faire le tour de la question et on va pas passer 1 heure ensemble, mais on va débriefer, vous expliquer en 5 minutes si on peut matcher, si on peut trouver matière à continuer notre conversation. Et donc, vous saucissonnez votre conversation et vous faites un tour de la question en 5 minutes. Passer de l'email au téléphone, on est habitué à ça. Quand puis-je vous appeler, je vous appelle. Mais passer du téléphone à la visio, ça va devenir un nouveau réflexe. En 5 minutes, on fait le tour de la question. Et puis ensuite, on peut dire, on se rencontre mardi 17, mais je vais vous filmer le début de mon rendez-vous et vous l'envoyer. Comme ça, vous saurez quelles sont les questions qu'on peut évoquer mardi 17. Ça vous laissera le week-end plus la journée de lundi pour y réfléchir. Et donc, on arrive vraiment à accélérer le cycle de vente et à être plus réactif. Et donc, il y a beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages de la vente, il y a la réactivité. Pas besoin d'attendre pour se voir, on peut se rencontrer en un clic et commencer à échanger. Le gain de temps et d'argent et le gain écologique. Plus besoin d'attendre pour se rencontrer, plus besoin de dépenser des nuits d'hôtel pour se voir demain matin dans vos locaux, plus besoin de dépenser du carbone dans la voiture ou de prendre des risques sur la route. Bon, vous avez l'impression peut-être que je dis vendons tout à travers un écran. Non, loin de là. Il faut continuer par tous les canaux à communiquer. Cette conversation devient multicanaux. Une conversation multicanale dans laquelle vous allez, en fonction des messages à faire passer, communiquer par un moyen ou par un autre. Voilà, communiquer par un moyen ou par un autre. Hop, je reviens dans ma petite station lunaire, non plutôt dans ma régie vidéo, comme ça, voilà. Et donc pour vous parler du fait qu'on peut enregistrer des vidéos et les envoyer. Donc oui, on rencontrera toujours les clients. Oui, il faut juste combiner. Un très bon livre d'ailleurs est sorti aux États-Unis qui s'appelle Combo Prospecting. On peut combiner les techniques de vente et en fonction du message. Si vous n'avez pas besoin, si une chose peut s'expliquer en un SMS, faites un SMS. Si une chose peut s'expliquer en quelques lignes par email et susciter une décision rapide et que ce soit très clair, faites-le. Mais si vous voulez vendre la Tour Eiffel à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, eh bien, parce que vous vous appelez Gustave Eiffel et que c'est très innovant au moment où vous le construisez, eh bien, si vous voulez vendre ce projet de la Tour Eiffel, peut-être faut-il proposer d'immédiatement partager un écran. Vous êtes au téléphone et vous dites, si vous voulez, je peux vous montrer immédiatement à quoi ça ressemble et nous pourrons parcourir le plan 3D de ce produit et vous me direz si vous voulez qu'on continue notre conversation. Je me dépêche car je sais qu'on dépasse beaucoup le temps, mais voilà, vous avez toutes ces possibilités, la réactivité, le gain de temps, le gain écologique, une meilleure écoute, la possibilité d'enregistrer et donc de réécouter. Combien de fois mes clients disent à leurs propres clients, leur disent, écoutez, puis-je me permettre d'enregistrer cette visio, ça m'évitera de prendre des notes et je serai donc beaucoup plus à votre écoute. Et puis, on n'écoute jamais aussi bien qu'en ayant la capacité de pouvoir réécouter exactement ce qui a été dit par un prospect, peut-être en accéléré pour trouver les passages clés et mieux adapter ensuite la suite de votre proposition.
Donc, des super pouvoirs. Un meilleur coaching commercial. Un sales manager va pouvoir dire à tous ses commerciaux, si vos réunions importantes sont enregistrées, vous pourrez me demander mon avis sur certains passages et sur la suite des négociations à avoir. Et si vous voulez de l'aide avec ce client, je pourrais me téléporter pour venir dans cette réunion commerciale. Impliquer des équipes de part et d'autre des caméras, faire appel à des experts qui viennent dans vos visioconférences, avoir des anti-sèches sur votre écran pour pouvoir être beaucoup plus naturel et plus précis, écrire certains textes à l'avance. Bref, énormément de choses sont possibles. Voilà, j'en ai terminé, mais en tout cas, formez vos équipes, coachez vos équipes. Aujourd'hui, je refuse de former sans coacher. Former, coacher, personnaliser les formations, car il y a tant de nouvelles possibilités. Voilà, j'espère que ces quelques échanges vous seront utiles, ces quelques pistes vous seront utiles. En tout cas, vive la vente multicanale. Et donc, tous les conseils, ce qui est formidable, c'est que les conseils de Philippe sont merveilleux. Les conseils de Laurent sont formidables, mes conseils et mon coaching sont formidables également et sont complémentaires. Vous avez besoin d'apprendre tellement de nouvelles choses. L'éclairage, la mise en scène, voilà. Si on listait l'ensemble des nouvelles compétences que les commerciaux doivent apprendre, il y aurait, ce serait une liste très longue. D'ailleurs, il faudra qu'on le fasse. Tiens, d'ailleurs, qu'on publie. Je lance un appel, Philippe, Laurent, tout le monde. Je lance un appel. Et si on écrivait si on faisait une infographie sur toutes les nouvelles compétences et les coachs qui sont complémentaires pour arriver à se moderniser, il y a tellement à faire. En tout cas, merci beaucoup et on sera ravis de répondre à vos questions avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Jean-Philippe pour ton intervention et finalement je vais te faire quelque chose de formidable. Je viens de téléporter ton appel directement sur un projet. Et si finalement cette espèce de réunion de savoir et de savoir-faire faisait l'objet d'un dossier commun dans un grand magazine économique belge, est-ce que ça te plairait d'y contribuer? Et je pose la même question à Philippe. Et là c'est du direct, c'est absolument pas préparé. Immédiatement, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, c'est voilà. toujours bien de continuer la conversation. Absolument. Voilà, c'est un autre média qu'on va utiliser pour poursuivre cette conversation, puisque j'ai un accord de principe pour, puis-je le citer, Hamid, pour effectivement poursuivre cette discussion au travers d'un dossier thématique dans le Trends, qui est donc, comme vous le savez, le magazine économique de Belgique. Et voilà. Et donc j'aurai le plaisir de poursuivre cette conversation avec vous. Et justement, tu termines sur quelque chose que je trouve, avant de passer les questions de l'audience, que je vous encourage d'ailleurs à poser tant que nous sommes encore là. Moi, j'en ai une. Effectivement, oui, la sensation de jungle, la sensation d'être confronté à un environnement extrêmement foisonnant, le fait que tu viens de préciser qu'on a tous à apprendre de chacun, on a tous avancé ensemble. Mais finalement, pour l'acteur, pour l'entrepreneur d'une PME de taille raisonnable, ce serait quoi le premier step? À votre avis, je vous laisse tous les deux. On commence par quoi si j'ai une équipe commerciale de 3-4 personnes? Finalement, c'est quoi le plus fondamental sur lequel je devrais avancer? Philippe, je te laisse la parole si tu veux en premier, comme tu veux. Non, on y va. Alors, je oui, non, mais si, bien sûr. Alors en fait, si tu veux, moi, il est évident que moi j'ai un axe qui est l'axe, on va dire un petit peu technologue, où effectivement j'ai tout axé sur la partie qualité de la vidéoconférence, pour la raison dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir cet effet de halo qui est extrêmement important pour avoir cet impact initial. Maintenant, moi-même, je suis pas un vendeur. Je suis extrêmement mal placé pour dire comment on va coacher une équipe de vente. Par contre, ce que je peux faire, c'est les coacher pour avoir une image et un son impeccable, de manière à ce qu'ils soient et une présentation impeccable. Ça, c'est mon domaine. Aller au-delà de ça, c'est plus mon domaine. Alors, je vais répondre sur l'autre partie qui est justement le coaching commercial. Effectivement, la première chose, c'est d'analyser quelles sont toutes vos techniques de vente. C'est ce que je fais en premier, c'est d'essayer de comprendre comment une entreprise vend. Quelle est l'étape par étape pour faire des crêpes. Pour faire des crêpes, il faut 250 grammes de farine, 1 demi-litre de lait, des œufs, et puis dans quel ordre on les met pour pas avoir de grumeaux et faire de belles crêpes. Donc, pour faire une vente dans votre entreprise, dans votre secteur, sur votre marché, avec les habitudes de votre équipe commerciale, avec les compétences de
de votre équipe, comment est-ce que vous vendez actuellement. Et c'est en faisant ce parcours de vente très détaillé qu'on arrive ensuite à proposer des victoires rapides, des améliorations rapides sur un point ou sur plusieurs. Donc ça, c'est gratifiant pour tout le monde, ça donne confiance à toute l'équipe de dire tiens, on avait une méthode qui nous prenait du temps et là, on a quelque chose de plus fluide, c'est une victoire rapide. Et puis l'étape d'après, c'est de proposer des chemins de traverse, de dire, ou plutôt des raccourcis, de dire jusqu'à présent, telle partie un peu plus importante de votre cycle de vente, vous le faisiez en 4 points, 1, 2, 3, 4, ça vous prenait tant d'heures, c'était tel niveau d'engagement, ça réunissait tant de personnes, ça ne se faisait que quand vous aviez réussi à mettre tout le monde d'accord. Et si on proposait une alternative qui fait gagner du temps, parce que l'idée n'est pas tant de faire gagner du temps à votre propre équipe, mais également de faire que vos prospects obtiennent les réponses qui vont leur permettre de compléter leur dossier d'achat et d'acheter plus rapidement, et donc de doubler, de prendre de vitesse peut-être et de pertinence vos concurrents. Donc, première étape, analyser pas à pas des circuits de vente. Deuxième étape, trouver des victoires rapides pour donner confiance à tout le monde. Troisième étape, analyser en finesse, mais à ce moment-là, les enregistrements de vidéos ou le fait d'inviter un coach dans une visio, et ça s'intègre très bien, on est juste plusieurs du côté de la caméra, permet ensuite de débriefer. Il y a des outils de coaching vidéo comme Vive et d'autres qui permettent d'analyser minute par minute les choses et de commenter. Et là, l'équipe voit ce qui se passe et monte en compétence. Je réponds encore en 10 secondes. Lorsqu'un commercial part seul en rendez-vous, lui seul sait ce qui se passe, et encore, il n'est pas là pour s'observer lui-même. Alors qu'en enregistrant en visio, on peut coacher les commerciaux tellement mieux, ne serait-ce que leur propre regard sur leur propre performance est déjà une grande avancée. Merci Jean-Philippe. Voilà l'ordre dans lequel je procéderai. Merci Jean-Philippe. Écoute, c'est parfait, extrêmement clair. Tu vois, on démarre sur le même pied. La première chose que je demande quand je débarque dans une entreprise, c'est quel est le processus, comment est-ce qu'ils vendent. Il y a un élément qui me paraît aussi intéressant à amener justement pour provoquer plus d'innovation, c'est aussi dans l'exploration de ce processus, leur demander ce qui coince. Et donc analyser aussi vos points de douleur dans les processus pour voir si justement des réponses numériques, des réponses digitales seraient pas des idées formidables. Et une autre chose que je pourrais conseiller aussi pour ceux qui ont envie de commencer, c'est aller officiellement s'inspirer de gens qui pratiquent déjà. Moi, j'ai beaucoup appris finalement au contact d'entreprises commerciales qui avaient déjà intégré la visio-vente bien avant la pandémie, notamment parce qu'elles vendent du SaaS ou elles vendent de l'application et qu'en fait toutes les démos de ce type d'outils se font déjà en ligne. Donc naturellement, chez eux, une partie de la vente, et quand pas la totalité de la vente, était déjà déportée sur ces outils, et ils avaient cumulé un savoir-faire et en même temps une grande détente par rapport à ces outils. Ça a été les premiers d'ailleurs aussi à m'initier au vidéo coaching, à savoir que des entreprises comme Benjamin Perrault, GetAccept, m'ont tout de suite dit, voilà, nous tous les vendredis, on regarde des scénarios de vente enregistrés pendant la semaine de certains de nos collaborateurs pour voir ce qui marche et ce qui marche pas, pour féliciter et éventuellement pour essayer de recadrer les choses. Et là, on a une possibilité infinie de coaching et c'est pour moi un élément hyper important de travailler. Jadis, moi-même, dans mon propre métier, j'étais effectivement tributaire du même phénomène. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passait dans les ventes, à moins d'accompagner le commercial. Alors, ce que je faisais avec grand plaisir, mais le problème, on le sait, d'accompagner un commercial sur la route, c'est que ça induit un biais. Je n'ai pas forcément le commercial dans son jus, dans son état naturel. Je ne peux pas forcément voir à l'œuvre tout ce qui va émerger naturellement, alors que quand c'est enregistré, sous le couvert évidemment que ce soit respectueux de la vie privée et en accord avec le client, c'est super intéressant comme axe de progrès. Je vous lis... oui ? Non, pardon, juste en 6 Oui. secondes. Et pour compléter ça, il me semble qu'il est toujours intéressant d'avoir plusieurs regards. Il y a tellement de compétences à développer à travers un écran qu'il me semble intéressant qu'un client ait plusieurs regards sur la manière de se comporter commercialement à travers un écran. Et donc, avoir un duo de coach ou un trio de coach pour, sur une équipe commerciale, arriver à donner plusieurs avis, ça me semble très enrichissant également. Oui, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Personne ne peut vous former, mais beaucoup peuvent commencer à vous coacher parce qu'en fait, comme il n'y a pas de doctrine, en l'occurrence, il n'y a que des bonnes pratiques. L'idée, c'est d'en inventer d'autres en marchant et qu'effectivement, j'aime bien quelque chose que dit souvent Loïc Simon, qui a inventé le Social Selling Forum et qui est très actif là-dessus, c'est dire tout le monde est expert, personne n'est expert, ne croyez personne, mais testez tout et écoutez tout le monde. Et
Et je pense qu'effectivement, oui, il y a une vraie démarche de coaching à mettre en place. Je vais reprendre 2-3 autres questions qui me paraissent intéressantes. J'ai des questions très pratiques. Alors évidemment, j'ai une question traditionnelle, c'est est-ce qu'il y aura un replay, est-ce qu'on pourra le récupérer? La réponse est oui, et je ne sais pas exactement quand, mais on va pouvoir s'engager à vous produire un replay qui sera distribué sur la chaîne YouTube du Cercle de Wallonie et qu'on relaiera évidemment sur les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui m'a dit, tiens, comment est-ce qu'avec des outils de visioconférence, dans le domaine très particulier et très défendu des systèmes sécurisés, on pense par exemple aux hôpitaux, comment est-ce qu'on peut réussir à faire passer ça? Je pense qu'on rencontre assez souvent le problème dans les hôpitaux et dans les institutions financières aussi. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Oui. Oui, alors moi je peux répondre à ça. En fait, la solution la plus simple, c'est de passer par des solutions de conférence qui utilisent les navigateurs Internet, puisque là on passe par les ports classiques des navigateurs Internet et les ports classiques des systèmes de réseau. Donc dès l'instant où on a Internet qui est ouvert pour les navigateurs, et bien effectivement ce genre de solution va fonctionner. Donc je pense à Google Meet par exemple, il y a d'autres solutions. Mais c'est effectivement une des seules possibilités qui permet de contourner très simplement. Sinon, il faut passer par les administrateurs IT, et là, ça devient compliqué. Alors, je vais compléter peut-être la réponse de Philippe, parce qu'il se trouve que j'ai la chance de former, d'accompagner à la fois des banques et à la fois des professionnels de la santé, et notamment des commerciaux qui vendent dans des conditions de stress incroyables, puisqu'ils vendent du matériel pour les salles d'opération, et que pour vendre ce matériel, le chirurgien lui dit au commercial, venez avec moi en salle d'opération, je fais une opération à cœur ouvert, et je vais tester votre matériel pendant cette opération. Et donc là, le commercial laisse son téléphone fermé à l'entrée de l'hôpital, et il ne peut pas du tout se connecter, il peut absolument rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est attendre que l'opération soit finie, essayer de ne pas s'évanouir et argumenter sur son produit au fur et à mesure de l'opération de la personne. C'est ça les conditions de vente réelles du terrain quand on est dans le domaine des hôpitaux par exemple, c'est ça peut-être le sens de la question. Et là, il y a 2 solutions que je vous propose. La première, c'est une société, c'est le fait. Alors les 2 reposent sur le fait que vous ne pouvez pas écouter vos messages sur votre répondeur téléphonique parce que on peut pas se connecter, on peut pas allumer dans l'hôpital. Et donc, si quelqu'un vous appelle et que la réponse, un autre prospect vous appelle et que la réponse que vous voulez lui apporter est très ponctuelle, oui, on peut se voir demain ou voilà, une réponse très rapide, eh bien, vous ne pouvez même pas écouter les messages téléphoniques. Et puis, par ailleurs, si on vous envoie des messages, vous ne pouvez pas les écouter. Eh bien, il y a des outils de transcription automatique des messages. C'est-à-dire que vous laissez l'appareil, la solution qu'on a trouvée, c'est de dire, on laisse le téléphone à l'entrée, et si quelqu'un m'appelle, me laisse un message audio, vidéo ou autre, eh bien, ce message est automatiquement transcrit et en 30 secondes, je peux allumer et tous mes messages arrivent par SMS, par exemple, sous forme de transcription. Je peux donc, sans le réseau Internet, consulter les SMS qui sont la retranscription de ce qui m'a été dit dans, par exemple, des messages vocaux et arriver donc à répondre par SMS, oui, ok pour mardi, Paul s'en occupe, etc., etc. Donc ça s'appelle Voxist, c'est une solution européenne, c'est une solution française qui s'appelle Voxist que je vous conseille. Voilà, Voxist, hop, je vous mets ça dans le chat Zoom si vous voulez, V-O-X-I-S-T. Ça permet notamment à ces commerciaux de refaire un point sur tout ce qu'ils ont en sortant 20 secondes et en ayant le résumé de tous leurs appels. Excellent, merci beaucoup pour les tips tous les 2. On retient effectivement les applications web-based et effectivement quelques applications qui permettent de passer de la voix à l'écrit. Excellent. Je lis des questions comme elles tombent. Robin nous demande bonjour, quel média prendre pour le B2C? Quel média prendre pour vendre en B2C? Ou apparemment, oui, c'est ça sa question. J'invite Robin. Non, mais c'est intéressant comme question. Brièvement, vous avez le live streaming qui se développe énormément en Chine, qui est très intéressant à observer. Vous êtes dans un magasin et vous conseillez les gens. Il y a beaucoup de choses qui se développent en B2C. Il y a des outils également, d'ailleurs, pour faire du live streaming automatique, comme Angus.ai, je crois, et Auteur.io. Enfin, il y a différents outils en B2C, mais là aussi, c'est tout un autre univers de solutions. Ah, complètement, oui.
Oui, là, on est tous les trois beaucoup plus orientés B2B, mais effectivement, les solutions qui permettent aujourd'hui à des infopreneurs de vendre leurs solutions en B2C sont pléthoriques, et il y a moyen, effectivement, assez rapidement de les trouver. Je continue à lire. Alors, de nouveau, la question mériterait peut-être d'être précisée, mais quid de la vente par vidéo audio, mais en mode asynchrone, envoi d'une vidéo? Est-ce que vous avez des recos, des idées? J'en envoie 8 par jour. D'accord. Oui. La plupart de mes emails ont été transformés quand il y a matière à montrer les choses, quand ça simplifie la communication. La plupart de mes emails et de mes propositions commerciales et de mes relances et de mes résumés de rendez-vous sont très souvent, lorsqu'il y a matière à diffuser des choses qui ne peuvent pas s'expliquer en 3 lignes de mail, sont maintenant des vidéos. Des vidéos que tu fais. En fait, moi, Vas-y, Philippe. Pardonne-moi. Oui, en fait, moi, je partage l'expérience de Jean-Philippe. En fait, moi, quand j'ai des demandes pour des conférences, typiquement sur l'innovation ou l'intelligence artificielle, très simplement, je fais une petite vidéo qui reprend les éléments de langage du client et qui me permettent d'envoyer un brief sur la manière dont je vais architecturer ma conférence. Et évidemment, ça a beaucoup plus d'impact qu'un email en termes de réponse. D'accord, ok, très bien. Et quels outils? Moi, je connais des gens qui utilisent pas mal Loom, par exemple, pour arriver à donner un briefing ou un débriefing sur une page, un site, tout en se filmant eux-mêmes et envoyer ça aux clients. Est-ce qu'il y a encore des outils ou des astuces que vous pouvez recommander pour ce genre de prestat? Effectivement, Loom, Vidyard, Soapbox, Ouais. il y a beaucoup d'outils qui font ça, qui ont certains petits avantages les uns par rapport aux autres, la retranscription, les call to action à la fin, enfin, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à jongler, ça c'est certain. Oui. Alors en fait, oui, c'est intéressant parce que il y a pléthore d'outils et ce que j'utilise en ce moment pour vous parler en vidéoconférence, d'abord ça fonctionne sur tous les systèmes, hein, donc vous avez vu mes présentations en arrière-plan, ça fonctionne sur absolument tous les systèmes, que ce soit Zoom, Google Meet, Teams et ainsi de suite, donc j'ai pas à faire de partage d'écran spécifique, j'ai pas à apprendre un nouveau logiciel à chaque fois, et je l'utilise aussi pour enregistrer mes petites vidéos de réponse à mes clients. Donc en fait, avec un seul outil, je fais tout. D'accord, ok. Ouais. Pendant ce temps, Robin a précisé sa question. Je reformule ma demande. Je suis au téléphone avec un client. Si vous voulez, on passe du téléphone à la visio. Sur quel outil dois-je prendre pour être sûr que le client l'aura sur son téléphone? Moi, perso, si c'est sur du B2C, je vais vous avouer très clairement, mais j'ai des conversations formidables avec mon électricien, même en visioconférence, grâce à Facebook. Et donc, pour moi, le B2C, ça peut aussi passer par des relations très simples via Facebook Messenger, qui est un outil quasiment installé sur tous les smartphones et très facile d'emploi. Absolument. WhatsApp. Pardon, je t'en prie Philippe. Oui, non, mais c'est ça. Messenger, WhatsApp, en fait, WhatsApp, c'est aussi l'élément de référence quelque part. Et il y a beaucoup de gens qui ont migré aussi sur Telegram et sur Signal, qui sont vraiment des outils B2C en même temps. Donc, il suffit de demander au client, qu'est-ce que vous avez avec lequel je peux vous appeler? Bon, si vous avez cet ensemble d'outils sur votre téléphone, ça va être très facile. Absolument. Qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Il y a une remarque de Robin dans les questions auxquelles on vient de répondre qui nous disait, Romain Ramousset, qui nous disait Zoom est un peu compliqué. Ouais. Ce que je lui ai répondu, c'est oui, mais ça dépend ce que votre client utilise. Si votre client est habitué à utiliser Zoom, vous devez avoir Zoom. S'il a Teams, vous avez Teams. Je conseille une société dans la construction et les BTP. Ils me disent on vend à des chantiers, à des chefs de chantier qui sont au 3e sous-sol. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de visio, ils n'ont pas Zoom. WhatsApp, ça marche très bien. Donc en fait, le commercial, et ça fait partie d'une des parties du puzzle de coaching des commerciaux, c'est de les coacher à être multi-canaux et au sens large, multi-outils également. Donc il faut maîtriser tous ces outils-là. Ouais, et se glisser dans les usages des clients qu'on vise, qu'on cible, avec lesquels on a envie de partager du business. Parce qu'en fait, finalement, la réponse, c'est ça, c'est ce que tu viens de donner. C'est l'usage du client qui va déterminer les outils que nous allons pouvoir utiliser pour les contacter sur leur trajet de décision. Et c'est pour ça qu'arriver à comprendre le comportement de ces clients avant même l'achat, savoir où ils vont chercher l'information, savoir comment est-ce qu'ils vont la partager, comment est-ce qu'ils vont la challenger, est très important pour démarrer justement cette conversation avant même qu'on soit dans les premiers contacts. Je vois encore une question. Alors, Philippe, tout le monde a été bluffé par l'incrustation de tes PowerPoint derrière toi. Visiblement, il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça. Est-ce que tu as un outil qui permet de faire ça ou un truc ou une astuce? Alors, je sais que les magiciens ne dévoilent pas toujours leurs secrets, mais... Il faut suivre ta masterclass, évidemment, clairement, parce que c'est pas si simple à expliquer en 2 minutes.
Alors, c'est pas simple à expliquer. Ça utilise des logiciels qui sont des logiciels standards du marché. Et donc, comment dire, le logiciel central que j'utilise, mais qui est pas suffisant. Après, c'est toujours pareil. Hein, même si vous avez un marteau, il faut savoir l'utiliser même si c'est a priori un outil simple. Donc, l'outil principal que j'utilise, c'est OBS. Mais le paramétrage correct d'OBS pour faire quelque chose de correct, il est relativement simple. Mais quand on sait pas, on sait pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette masterclass, justement pour faire gagner des dizaines d'heures de compréhension. En fait, toutes les informations qui correspondent à ce que je fais, vous pouvez les trouver sur Internet aujourd'hui. Hein. Il n'y a absolument aucun problème. Simplement, vous allez y passer des semaines pour arriver à faire l'équivalent de ce que je fais. Si vous voulez aller extrêmement rapidement, bah oui, il y a la masterclass, tout simplement. Très bien, ok, impeccable. Et effectivement, oui, c'est du temps précieux que tu fais gagner à tout le monde. J'ai une question qui me touche évidemment très particulièrement. Je remarque une moins bonne qualité d'écoute des commerciaux en visioconférence, vous aussi. Alors, je vais garder ma réponse pour conclure, parce que ce sera la dernière question à laquelle on répond. Mais sachant que Philippe n'est pas dans le domaine de la vente, mais tu la pratiques quand même d'une façon ou d'une autre. Jean-Philippe, c'est vraiment ton domaine d'activité principal et le mien. Je vous laisse répondre et puis je conclue là-dessus avant de redonner la parole à Amine pour conclure. Répète la question, c'est les commerciaux. Voilà, les commerciaux, je remarque une moins bonne qualité d'écoute chez les commerciaux en visioconférence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Souvent la moins bonne qualité d'écoute, bon ça peut être perturbé par l'environnement, mais souvent la moins bonne qualité d'écoute des interlocuteurs, c'est parce que vous manquez de clarté. Quand on est à travers un écran, qu'on soit manager de commerciaux ou qu'on soit commercial nous-mêmes à parler à des prospects, il faut une clarté, une concision, être précis. Et dès qu'on s'endort, on a envie de zapper. C'est comme sur Netflix, dès que c'est ennuyant, on zappe. Et donc, on peut plus faire des phrases à rallonge comme on est en train de le faire peut-être. Il faut avoir un propos beaucoup plus clair pour pas que les commerciaux ou que n'importe quel interlocuteur pour pas qu'on le perde, quoi, tout simplement. Oui. Alors en fait, ma compréhension de la question est un tout petit peu différente. C'est ce que les commerciaux écoutent de la part des prospects et des clients. Je pense que c'est ça. En fait, on a... Oui. Oui. Donc, dans ce cadre-là, et ça n'est pas valable que pour les commerciaux, je l'ai remarqué aussi pour des présentations techniques, des présentations de projets. On a l'impression qu'on est dans un mode qui est descendant. En fait, c'est très intéressant parce que quand je fais des conférences, mes conférences sont extrêmement interactives avec le public. Pourquoi ? Parce que les gens en ont marre d'avoir des flux descendants permanents. Donc, il faut absolument créer cette interactivité. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec des présentations PowerPoint qui sont totalement intégrées dans ma vidéo, c'est quelque chose qui est descendant. Par contre, si vous voulez faire de l'interactivité, il faut faire de la co-construction avec vos clients de manière à pouvoir les écouter. Donc, typiquement, les documents partagés dont parlait tout à l'heure Jean-Philippe, faire des Google Docs partagés, par exemple, c'est un outil absolument fabuleux. Poser des questions aux clients pour avoir leur retour, c'est aussi extrêmement fabuleux. Donc, on a des outils dans Zoom qui sont intégrés, qui permettent de faire des sondages. Donc, quand vous avez un ensemble de personnes en face de vous, n'hésitez absolument pas. Maintenant, la qualité d'écoute, effectivement, elle va vraiment dépendre du coaching qui aura été fait par le commercial. Et c'est là où aussi bien Laurent que Jean-Philippe vont faire la différence. Oui, c'est probablement un des points d'action les plus difficiles à mettre en place, même indépendamment des écrans. J'aime à dire, moi, aux commerciaux que j'accompagne, que quand j'ai vraiment appris à écouter, non pas dans ma propre formation commerciale, mais surtout dans ma propre formation de coach et de thérapeute, où là, effectivement, l'écoute est primordiale. Et de l'avoir pratiqué, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une partie très importante de réponse que je vais reprendre de chez toi, Philippe, qui est le fait de se dire qu'en fait, on mésinterprète l'usage de l'écran, à savoir que l'écran est on a l'impression que c'est nous qui sommes mis en scène et c'est nous qui passons à l'écran, alors qu'en fait, on est au service de quelqu'un d'autre et qu'il doit aussi s'approprier cet écran. Faire parler à l'écran, créer de la dynamique, créer de l'enthousiasme, arriver à délier la langue du client, c'est aussi tout un art qui se travaille là-dessus. Et je vous rejoins tous les deux. Créer une dynamique et une interaction, ce que j'ai dit dès le départ, c'est que l'écran n'est pas l'ennemi, c'est ce qui se passe à l'écran qui est l'ennemi. On a tous mangé de la conférence, du webinaire et ainsi de suite. Moi aussi, quand je fais les formations, ça va être très interactif. On va utiliser des caouts, on va utiliser du klaxon, on va utiliser des métaphores, on va faire jouer les gens grâce aux sous-salles, aux capacités de Zoom de mettre les gens en sous-salle ou d'autres outils d'ailleurs, mais c'est tout ça qui est aussi en jeu dans notre façon de réinventer nos métiers respectifs. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose ?
On entend la sirène parce qu'ils viennent nous chercher, on a dépassé l'horaire. Et moi, j'ai un client qui m'attend dans 60 secondes. Écoutez, en visio d'ailleurs. Merci infiniment à tous les deux d'avoir non seulement accepté de me rejoindre, mais aussi d'avoir joué les prolongations. C'est vraiment formidable. Merci aussi, je suis hyper touché, je vous le dis en live, par votre capacité d'adaptation. Vous avez dire plus belge que les 3/4 des Français que je connais. Et vous avez chacun, à votre façon, témoigné votre amour de notre petit plat pays. Donc, on va pouvoir encore continuer cette conversation, qu'on va poursuivre, je vous l'ai dit, sous un format écrit. Soyez rassurés, le webinaire est enregistré. On va vous le diffuser à toutes les personnes qui sont participantes dans la mailing list. On va vous envoyer un lien dès qu'il sera prêt à être montré. Et pour tous les autres, eh bien, je vous invite à bien sûr suivre Philippe et Jean-Philippe sur les réseaux sociaux et à nous retrouver bien entendu sur Canal Z le week-end pour les consultations de Dr Sales qui sont aussi disponibles sur la chaîne YouTube du Cercle de Wallonie. Et voilà, n'hésitez pas, posez-nous une tonne de questions. On est très disponible et très ouvert à poursuivre les conversations, comme vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux. Soyez heureux, faites plein de clients heureux, innovez, profitez de ce nouveau Far West pour rénover la vente et on sera ravis de partager vos expériences. À très bientôt et bonne fin de journée et bon week-end Pascal.